Bienvenue dans Ça dit quoi, votre rendez-vous hebdomadaire où l'on décrypte l'actualité du continent à travers la presse africaine. Et ensemble, pendant 26 minutes, on va lire entre les lignes, croiser les regards et surtout proposer un regard bien africain sur les grands événements de notre quotidien. Alors cette semaine, ça dit quoi? D'abord, cette question, l'Afrique est-elle réellement prête à faire face à une nouvelle crise sanitaire mondiale? Après plusieurs morts liées au hantavirus à bord d'un bateau de croisière au large du Cap-Vert, les systèmes de surveillance sanitaire du continent se retrouvent de nouveau interrogés. Nous en parlerons avec le docteur Yaboum, chef de la division préparatoire et réponse aux urgences à Africa CDC. Et ensuite, la France qui adopte une nouvelle loi pour accélérer la restitution des œuvres pillées durant la colonisation. C'est un tournant historique ou bien diplomatique? Oui, la question se pose. On va décrypter la question avec Franck Ogou, directeur de l'école du patrimoine africain à Porto Novo. Et puis enfin, notre troisième sujet, et oui, on ira du côté des Africa Magic Viewers Choice Awards qui prennent aussi des airs de Met Gala africain, mais derrière le glamour, une question: qui détient aujourd'hui le soft power culturel africain? Et bien sûr, comme chaque semaine avec nous sur ce plateau, notre rédacteur en chef Bachir Thiam. Bonjour Bachir, ça dit quoi cette semaine? Bonjour Mariam, ça dit que l'Afrique est en mouvement et que ça continue. Avec plein de sujets qu'on va essayer d'aborder et d'analyser ensemble. Alors c'est parti pour Ça dit quoi dans la presse africaine. On en parlait, c'est l'actualité du moment, le virus hantavirus. Et oui, selon Africa AP News, c'est une situation qui met même en alerte Africa CDC, l'institution de santé publique de l'Union africaine. C'est un virus qui a été détecté, on l'a dit, dans un bateau de croisière au large du Cap-Vert. Et pour l'instant, il a déjà fait 3 morts et les 150 passagers qui étaient à bord ont été rapatriés et placés sous haute surveillance dans leur pays. Aujourd'hui, plus de 8 personnes ont été testées positives selon l'OMS. C'est une alerte, comme le montre l'image aussi de prévention d'Africa CDC qui débute avec aussi des symptômes qui sont assez proches d'une forte grippe, avec de la fièvre, des douleurs musculaires ou encore des maux de tête. Mais au-delà de l'Afrique, on le sait, c'est le monde entier qui est aujourd'hui sur le qui-vive. Mais les Échos se demandent si c'est surtout une fausse alerte et non une pandémie. Et oui, le risque de contamination, précise de nouveau l'OMS, est toujours extrêmement faible. Première question qui est pour vous, Bachir, par rapport à cette situation, avant de donner la parole à notre expert. On l'a vu, le risque de contamination est faible. L'OMS insiste sur cette question. Alors pourquoi autant d'inquiétude? Est-ce que c'est le virus lui-même ou c'est surtout parce qu'on a peur de certaines fragilités de nos systèmes de surveillance de santé? Ou les deux en même temps, je crois, parce que chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Le Covid est passé par là. Donc on n'était pas préparé, ça nous est tombé dessus et la catastrophe a été évitée de justesse, en tout cas sur le continent, ce qui nous intéresse au plus. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, peut-être on n'anticipe pas et ensuite, si on pouvait anticiper, nos systèmes ne répondent pas. Ça, c'est une vérité aussi structurelle. Je pense que sur le continent, il y a très peu de plateaux techniques, en tout cas sur le plan sanitaire, équipés au point de pouvoir faire face à de grandes, d'abord pandémie, épidémie déjà qui est locale, et pandémie plus tard si on ne fait rien. Et pourtant, l'Afrique quand même se pose cette question et essaie de voir si elle est vraiment équipée parce qu'on sait qu'il y a des failles. Mais la question quand même se pose à travers la presse. On a un article très intéressant de Motassem El-Baroudi qui est journaliste santé et qui a écrit un article dans The Conversation et lui analyse la question à travers la faiblesse de la surveillance sanitaire dans les ports africains parce que voilà, ce virus a une spécificité, c'est qu'il a été découvert aujourd'hui en mer. Et donc, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, le continent est de plus en plus connecté, surtout par la voie maritime, ce qui augmente les risques de propagation rapide d'épidémies, voire de pandémies. Et il y a un exemple qui est cité d'ailleurs dans l'article. En Somalie, 63% des ports ne disposent pas de mesures basiques comme le contrôle de température ou bien même de simples questionnaires sanitaires. Alors, c'est là que je vais me tourner vers notre expert sur la question, qui est notre premier invité, le docteur Yaboum, qui est chef de la division préparation et réponse aux urgences à Africa CDC, qui est avec nous depuis Addis Ababa en Éthiopie. Bienvenue, docteur. Merci pour l'invitation.
Alors au-delà des ports, on a vu la question abordée par un des journalistes dans The Conversation, dans The Continent, pardon. Est-ce que au-delà des ports, est-ce que voilà, il y a des systèmes de santé africains qui pourraient réellement faire face à une pandémie aujourd'hui, donc à un risque mondial? Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des fragilités que l'on connaît, mais quelle capacité de prise en charge aujourd'hui concrète existe sur le terrain? Déjà, il faut dire que l'Afrique a peur, hein. L'Afrique a peur. Quand on fait des enquêtes sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, TikTok, qui font partie de notre approche de surveillance, on se rend compte que tout le monde va chercher à savoir où est le bateau, comment est-ce qu'il avance, avant même de comprendre de quelle épidémie il s'agit. Donc, on voit vraiment qu'il y a cette anxiété au niveau de nos populations et c'est important d'utiliser ces plateformes pour rassurer effectivement. La première chose, vous l'avez mentionné, le risque est relativement faible. C'est une pathologie qui se transmet des petits rongeurs aux humains, mais le fait que les 150 passagers étaient dans un endroit relativement restreint, ça a permis la propagation dans les 8 cas qui ont été mentionnés. Donc ça, c'est la première chose vraiment à mettre en avant. Maintenant, la question principale que vous posez, c'est où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? On a beaucoup évolué. Quand on parle de la COVID, quand on parle du Mpox, ça a été des opportunités de renforcer nos systèmes de santé. Mais on a fait une enquête rapide ce week-end pour voir aujourd'hui, sur les 51 pays qui ont été interviewés, quels sont ceux qui ont un système de surveillance qui peut détecter ce type de virus. Donc, on a à peu près 60% des pays, dont le Maroc, qui ont confirmé qu'ils avaient les capacités, que ce soit en termes de surveillance, mais aussi en termes de détection. Donc, il reste quand même, c'est près de 40% de nos pays qui n'ont pas les capacités en termes de surveillance, qui est un souci, vous l'avez mentionné, au niveau des points d'entrée maritimes, mais même au niveau des autres points d'entrée. Et l'autre souci, aujourd'hui, c'est le laboratoire. Le laboratoire, on a la majorité de nos pays, on n'en a que 16 sur les 51 interrogés qui ont la capacité en termes de kits de détection de l'antivirus. Et pour savoir, la surveillance s'appuie avant tout sur la détection. Donc, il y a une approche qui est menée avec l'OMS d'un côté, Africa CDC de l'autre, pour s'assurer qu'on puisse avoir ces kits, qu'on puisse avoir les outils de formation, et en fonction de l'épidémiologie et de l'exposition des pays, on pourra être en capacité de les accompagner. En parlant d'ailleurs de capacité, on a aussi une déclaration d'Angela Gomez, qui est la directrice nationale de la santé du Cap-Vert, qui avait réagi sur justement les capacités de son pays à faire face à ce risque. On l'écoute. L'hôpital a déjà préparé la zone d'isolation, ce qui montre nos capacités à répondre à la situation. Une équipe spécialisée a été formée avec des médecins, des spécialistes des maladies infectieuses et des infirmières. Et cette même équipe va être déployée à bord du bateau et aussi sur place. Donc on a des États qui essaient de rassurer, mais il y en a d'autres aussi comme le Ghana qui, d'après Ghana News, le Ghana qui n'a pas été touché par le virus, mais qui appelle tout de même les États membres de l'Union africaine de renforcer leur système de détection sanitaire, mais il appelle surtout à une sorte de coordination entre tous ces États membres. Monsieur Yap Boum, vous êtes donc vous êtes au sein de Africa CDC, c'est donc un organe au sein de l'Union africaine, et aujourd'hui les États attendent aussi peut-être une coordination entre leur système de santé. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui pour justement faire face à ces risques? Alors, la solution, effectivement, c'est la coordination. La coordination, pas simplement au niveau d'Africa CDC, mais de tous les partenaires. Pour la réponse au Mpox, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Africa CDC d'un côté, l'OMS de l'autre. On s'est mis ensemble avec tous les autres partenaires pour apporter un support aux 33 pays qui étaient exposés, et ça a marché. Maintenant, pour le hantavirus, on a fait la même chose hier. On avait un webinaire avec OMS Afro pour s'assurer qu'on donne la bonne information, et cela est suivi par des concertations, surtout avec les pays les plus exposés. La première chose, c'est que tous les pays puissent avoir la bonne information. La deuxième, c'est de recueillir leurs besoins, ce qui est fait en termes de surveillance, en termes de diagnostic, et de pouvoir continuer avec cette coordination au niveau des systèmes de gestion des incidents qui peuvent être activés si jamais les pays ont des cas. Mais pour le moment, le plus important, c'est de rassurer, de préparer, de renforcer le diagnostic, mais également la surveillance dans les pays qui en ont besoin.
Merci beaucoup, docteur Yaboum, pour ces précisions. Donc, la réponse d'abord vient du fait de rassurer les populations, d'essayer d'anticiper le risque et enfin de coordonner des réponses sanitaires qui pourraient justement aider le continent à répondre, lui et ses partenaires, à tout risque éventuel que l'on pourrait connaître dans les années à venir. Merci infiniment, docteur Yaboum. Je rappelle que vous êtes chef de la division préparation et réponse aux urgences à Africa CDC, que vous étiez avec nous depuis Addis Ababa en Éthiopie. Merci infiniment. Merci. Alors, au-delà des questions sanitaires, il y a une autre actualité aussi qui a traversé cette actualité de cette semaine. Et donc, elle parle des relations entre l'Afrique et le reste du monde, en particulier la mémoire coloniale et ce qui doit justement être restitué au continent, notamment ses œuvres pillées. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Ça veut dire quoi ? Et cette semaine, c'est une loi que le continent attendait depuis très longtemps, qui a été justement partagée par l'Ecomor Info. C'est une loi qui acte le cadre de la restitution des œuvres pillées durant la colonisation par la France. Elle a été votée le 9 mai. Elle faciliterait justement le retour de ces biens dans le continent. Alors, qu'est-ce que cette loi change concrètement, alors que les œuvres étaient considérées comme inaliénables par la France, c'est-à-dire impossibles à vendre ou à céder? Eh bien, TV5 Monde nous indique que cette loi va permettre au gouvernement français de restituer certaines œuvres plus rapidement. En effet, elle ne va pas devoir passer par une loi à faire voter à chaque fois, mais un décret va suffire. Mais la condition, c'est que leur acquisition illégale soit bien prouvée et les biens pillés concernent uniquement la période entre 1815 et 1972, ce qui oblige désormais les musées français à mieux rechercher l'origine des œuvres qu'ils possèdent. Alors, pour essayer de comprendre cette actualité, avec nous le directeur de l'école du patrimoine France Ogou, qui est avec nous depuis Porto Novo au Bénin. Bienvenue, monsieur Ogou. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors, je pense que vous êtes au courant, en effet, de cette loi qui était très attendue, notamment par les personnes qui travaillent sur le patrimoine africain. Et d'après vous, est-ce que c'est une manière de réécrire l'histoire des relations entre la France et l'Afrique? Parce que restituer des œuvres, c'est aussi quelque part reconnaître qu'elles n'auraient peut-être jamais dû quitter le continent et donc en quelque sorte assumer une part de responsabilité dans cette entreprise coloniale. Et deuxième question, comment est-ce que l'Afrique se prépare à recevoir ces œuvres? Merci beaucoup pour les deux questions à la fois. Déjà, je dois rappeler que pour la première grande restitution de la France à un pays africain, donc le Bénin, il a fallu donc que l'Assemblée nationale vote une loi dérogatoire pour que cela soit fait. Et vous venez juste de rappeler que parce que les biens ont un caractère donc inaliénable dès qu'ils rentrent dans les collections publiques françaises. Et donc cette loi aujourd'hui nous donne la possibilité à la France de céder plus rapidement des biens culturels aux pays africains qui les demandent. Mais il faut être très clair là-dessus. Ce n'est pas une loi dont l'objectif est de rendre tous les objets pillés par la France dans les pays africains, aux Africains. C'est une loi qui fluidifie le processus. Et pour cela, il y a beaucoup de conditionnalités. Je pense que chacun devra, et notamment les gouvernants, devront prendre le temps de lire, de comprendre et de se faire expliquer cette loi-là par les spécialistes de leur pays. Parce qu'il y a beaucoup de conditions qui sont posées en amont pour que les objets soient restitués par le test qui va être pris par le président français pour rendre les objets aux pays africains qui le réclament. Et en parlant du président français, il insiste beaucoup sur cette nouvelle loi dont on fait beaucoup la promotion. Et justement, d'après de reporters, ces restitutions sont aussi un grand sujet du sommet Africa Forward qui a eu lieu à Nairobi cette semaine. C'est le nouveau nom des sommets Afrique-France. Et pour la France, cette question s'inscrit aussi dans une volonté beaucoup plus large de refondre des relations avec le continent africain. D'ailleurs, Emmanuel Macron, président français, a défendu cette démarche dans le sommet. On l'écoute. Patrimoine culturel, ce qui permet d'écrire l'histoire, ce qui permet à la jeunesse africaine de connaître son histoire, ses racines, n'était pas en Afrique. Et donc, partant de là, on voit bien que quelque chose ne pouvait pas fonctionner. Et on ne peut pas dire à une jeunesse, si tu veux savoir d'où tu viens, qui tu es,
il faut que tu ailles au bout du monde pour pouvoir le comprendre. Et encore, tout ça est dispersé. Et donc, ce que je m'étais engagé à faire en novembre 2017 à Ouagadougou, c'était en effet de dire on doit enclencher ce travail de restitution parce que beaucoup de ces œuvres doivent revenir dans les pays où elles sont nées et où elles avaient d'ailleurs un caractère qui était souvent sacré, religieux, beaucoup plus complexe que celui ensuite qu'on lui a donné. Bachir, dans ce discours, Emmanuel Macron donne beaucoup d'importance à ces restitutions et surtout à leur valeur pour les sociétés africaines. Mais est-ce que ce n'est pas avant tout un outil de reconquête diplomatique ? Aussi parce qu'il faut dire que la restitution ne suffit pas. Ça, il faut le dire parce que rendre les œuvres, comme vous l'avez rappelé, ne répare pas forcément les violences historiques faites en pillant le continent, simplement. Mais aujourd'hui, il y a une sorte de retour de politique diplomatique de la France qui est plutôt soft power, qui va peut-être passer par ce genre de reconnaissance de l'histoire et tout ça pour justement apaiser les relations avec l'Afrique, parce que la France a perdu beaucoup de terrain sur le continent de par sa politique, de par sa diplomatie, qui n'est plus acceptée et acceptable, si on peut dire. Aujourd'hui, donc, il y a une autre porte qui s'ouvre, une fenêtre de tir en tout cas, qui permet à la France de revenir par ce créneau-là, un créneau historique, et puis par les œuvres, et puis c'est intellectuel, c'est beaucoup plus soft, je crois. Mais ce qui est intéressant aussi, Bachir, c'est que le sujet de la restitution dépasse l'Afrique, et ça, on en parle peu. D'ailleurs, TRT Afrique nous indique que la Chine a aussi réagi à cette nouvelle loi française en disant accorder une grande importance à cette simplification des restitutions d'œuvres pillées, parce que Pékin aussi veut récupérer des objets qui ont été aussi pillés durant par les armées franco-britanniques. Et pour le New York Times, relayé par Courrier International, ce texte représente carrément un séisme dans la manière dont la France regarde son passé colonial. La restitution des œuvres n'est plus un geste symbolique, mais un mécanisme juridique durable. La restitution devient donc un enjeu diplomatique mondial. Et justement, c'est une question aussi que j'aimerais vous poser, Monsieur Franck Ogou. Quand la Chine réclame aussi des œuvres pillées, je sais que vous êtes donc un spécialiste du patrimoine africain, mais quand la Chine rentre aussi dans cette équation, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à une mondialisation des débats sur les réparations historiques ? Voilà, d'essayer de dire que ce n'est pas juste une question africaine, mais c'est surtout une question mondiale et tout le monde doit s'y atteler. Oui, évidemment, mais avant, permettez-moi juste en une minute de répondre à la deuxième question que vous avez posée tout à l'heure quant à la capacité donc, de l'Afrique à récupérer ces objets-là. Je pense que la restitution, comme l'a dit votre rédacteur en chef, doit être aussi un prétexte pour les pays africains pour mettre à niveau les institutions et les infrastructures patrimoniales. Je veux dire donc les musées. Vous voyez, par exemple, au Bénin, l'État béninois a profité de la restitution pour lancer un gros programme culturel, donc la construction de 4 nouveaux musées pour répondre et se préparer à recevoir les œuvres que le pays réclame. Donc, je pense que cela aussi devrait donc servir d'exemple pour les autres pays africains, parce que quand vous n'avez pas de lieu adapté pour recevoir les objets, on peut donc trouver des raisons pour ne pas vous rendre les objets que vous demandez, même si par ailleurs, ce sont vos objets et c'est votre droit de les avoir sur votre territoire. Et également, donc, je voudrais dire sur votre question actuelle, donc dire que c'est le moment, en fait, pour moi, je pense, c'est le moment donc de réécrire et de rééquilibrer un peu les relations au niveau international. La Chine, comme les pays africains, a été pillée par d'autres pays, et notamment la France et autres. Et donc, c'est le moment donc de rééquilibrer un peu dans ces relations et de pouvoir donc rendre justice à ces pays-là qui ont été pillés. La France aussi, je crois, a été pillée par d'autres pays. Donc, je pense que c'est une porte ouverte grandement par la France pour que tous nous puissions nous engouffrer pour régler les injustices qui ont été causées par l'histoire et l'histoire donc qui lie nos différents peuples. Donc, je pense que c'est le droit de la Chine de pouvoir réclamer ses biens, et cette loi qui a été votée n'a pas dit seulement les biens africains, mais je pense que si la France doit des biens à la Chine, c'est le moment et le lieu de pouvoir s'asseoir et de voir dans quelle mesure ces biens peuvent être restitués. En tout cas, nous, en Afrique, on est très heureux et très fiers, et on travaille aux côtés des États africains pour les préparer à avoir, comme tout à l'heure je disais, avoir des infrastructures, mais aussi à avoir de la main-d'œuvre de qualité, afin donc de prendre soin
de ces objets-là qui vont revenir sur le continent africain et nous espérons que ça va venir très bientôt. Merci beaucoup, Monsieur Franck Ogo. Effectivement, on a hâte de les revoir dans tous les musées du continent, mais on se souvient surtout que c'est une question d'aujourd'hui qui est finalement mondiale, cette question sur la restitution d'œuvres. Merci infiniment, Monsieur Franck Ogo. Je rappelle que vous êtes directeur de l'École du patrimoine et que vous étiez avec nous depuis Porto Novo au Bénin. Merci. Merci beaucoup. Et justement, la question de l'influence et de la représentation dépasse aujourd'hui même la politique ou la diplomatie. Elle se joue aussi dans la culture, les images et le divertissement. Direction maintenant les Africa Magic Viewers Choice Award 2026. Et oui, une sorte d'Oscar africain qui prennent cette allure de Met Gala continental. On en parle dans la dernière partie de l'émission. Ça raconte quoi ? Alors, les Africa Magic Viewers Choice Awards 2026 sont une grande cérémonie des récompenses du cinéma et des séries africaines organisée depuis 2013 et certains le décrivent même comme les Oscars africains. C'est donc une sorte d'événement qui est monté surtout en gamme cette année. C'est un tapis rouge, on l'a dit, aux allures de Met Gala avec des looks de célébrités glamour, voire spectaculaires. Et d'ailleurs, on a l'exemple avec la star de télé-réalité Queen Murty Atlan qui a fait son entrée dans l'une des tenues les plus remarquées de la soirée. C'est une robe confectionnée à partir de 500 pains de mie, et oui, pour qu'elle puisse promouvoir sa boulangerie. Et on a aussi un autre article de Nollywood qui explique que malgré le succès de la cérémonie dans la visibilité du cinéma africain, eh bien, il reste tout de même de nombreuses critiques qui persistent, notamment la représentativité du continent et la domination de Nollywood, cette industrie cinématographique du Nigeria, dans les récompenses. Bachir, est-ce que le pouvoir culturel africain se concentre toujours à chaque fois autour de certains pays, par exemple comme le Nigeria, c'est la critique que nous a fait l'article de Nollywood, et surtout comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un équilibre pour justement, quand on parle de culture africaine, que la majorité d'entre elles soient représentées? Bon, culture africaine, je pense que ce n'est pas que le Nigeria, parce qu'aujourd'hui, le Nigeria étant le pays le plus peuplé du continent, forcément, ça se voit quand ça bouge. Mais par ailleurs, sur le continent, partout ça bouge. Au Maroc, on rentre de plein pied dans la saison des festivals. Aujourd'hui, à partir du mois de mai, c'est des festivals jusqu'à nos limites, quoi. Ça, si on considère ça. Donc, il faut finalement des médias derrière aussi pour répercuter ça, pour qu'on ait cette influence aussi sur le continent et dans le monde. Mais si il n'y a que le Nigeria sur lequel on zoome les projecteurs, forcément, on ne voit que les Nigériens. On entend que le Congo, la RDC, la Côte d'Ivoire, ça bouge, le Sénégal, le Mali, tous les pays, je pense sur ce plan, ça bouge énormément. Et Léopold Sédar Senghor, pour parler de lui, avait parlé du rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique s'impose par sa culture et va l'imposer de plus en plus parce que aussi, ça devient une sorte de soft power par lequel justement, l'Afrique va passer pour justement installer aussi sa suprématie, s'il y a suprématie, il y a. Donc c'est les relais médiatiques parce qu'on connaît aujourd'hui la culture du Nigeria grâce à Nollywood, c'est un média, le cinéma, et depuis des années, ça fleurit sur nos écrans partout dans le monde. Et aujourd'hui, on voit le résultat. En RDC, c'est beaucoup la musique, ça fait des années aussi qu'il y a ces directives artistiques autour de cette fameuse rumba congolaise ou d'autres productions qui ont bercé différentes générations. Donc effectivement, peut-être des relais médiatiques, des grandes figures qui apparaissent de toutes les cultures du continent pour qu'il y ait un certain équilibre et qu'il n'y ait plus ces critiques quand même, ou certains autres pays aussi aimeraient avoir leur moment de gloire au-delà du Nigeria. Merci beaucoup Bachir pour cette analyse, cette précision et ce moment passé pour analyser toute l'actualité de cette semaine. Alors ça dit quoi dans la presse africaine cette semaine? Ça dit que les crises sanitaires interrogent encore la capacité de coordination des systèmes de santé africains. Ça dit aussi que la restitution des œuvres pillées dépasse désormais la mémoire du continent pour devenir un enjeu diplomatique mondial. Et ça dit enfin que le soft power africain ne peut pleinement rayonner que s'il reflète toute la diversité culturelle de notre belle Afrique. Merci de nous avoir suivis dans Ça dit quoi. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer de lire entre lignes de l'actualité, toujours avec un regard bien africain.